Avez-vous déjà remarqué à quel point notre liberté dépend de nos connaissances langagières? Je suis Alex de Carvalho, enseignant-chercheur en psychologie du développement et je travaille justement sur l'apprentissage des connaissances langagières. Il y a quelques mois, j'étais assis à votre place et j'assistais à un TEDx où une avocate nous racontait l'histoire de deux de ses clients qui avaient eu leur liberté directement impactée par leurs connaissances langagières. L'un était un monsieur qui avait été impliqué, malgré lui, dans les attentats du 13 novembre et qui, ne maîtrisant pas parfaitement la langue française, risquait de perdre sa liberté pour le reste de sa vie s'il n'arrivait pas à expliquer devant les juges qu'il était innocent face aux faits qui lui ont été reprochés. L'autre était une jeune fille victime de plusieurs viols, qui n'ayant pas pu trouver les mots pour expliquer sa situation, a fini par être jugée presque coupable de ce qui lui est arrivé. À travers ce récit, l'avocate a mis en lumière l'importance cruciale de notre capacité à nous exprimer pour nous défendre. L'histoire poignante de ces personnes nous rappelle l'impact direct que le langage peut avoir sur la vie des individus. Le langage permet aux individus de s'exprimer, de se défendre, de partager leurs idées, leurs émotions, ce qui est sans doute essentiel pour exercer notre liberté personnelle. Les connaissances langagières facilitent aussi l'accès à des informations. Elles nous permettent de faire des choix éclairés, ce qui est indispensable pour exercer notre liberté en société. Il est alors clair que le langage joue un rôle clé dans la réalisation de notre liberté individuelle et collective. Mais sommes-nous tous égaux dans nos connaissances langagières? Sommes-nous tous égaux dans la réalisation de notre liberté? Je vois des personnes dans la salle qui semblent vouloir dire non. Et je pense qu'elles ont raison. Mais quand avons-nous commencé à être plus ou moins équipés des connaissances langagières? Et si nous n'avons pas tous les mêmes connaissances, est-ce qu'on pourrait essayer de lutter contre ces inégalités pour essayer de corriger cela? Avez-vous déjà réfléchi à comment nous avons acquis nos connaissances langagières? Cela a commencé depuis notre plus jeune âge, quand nous avons dû apprendre notre langue maternelle. Les enfants naissent tous avec une prédisposition innée pour apprendre une, voire même plusieurs langues. Mais la condition sine qua non pour que cet apprentissage puisse avoir lieu, c'est que les enfants soient stimulés, exposés au langage et qu'ils aient beaucoup d'interactions avec d'autres individus qui parlent. Mais sont-ils tous exposés à la même quantité et à la même qualité d'interaction langagière dans leur environnement? Je vais vous demander d'en juger par vous-même en vous racontant l'histoire de 3 mamans et une aubergine dans un supermarché. L'histoire est simple. 3 mamans différentes vont passer devant le rayon de légumes avec leur enfant de bas âge qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est qu'une aubergine et qui va donc montrer l'objet avec le doigt à sa maman et demander « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Et nous allons voir ensemble comment ces 3 mamans différentes vont réagir. Maman numéro 1, l'enfant qui demande « Maman, c'est quoi ça ?» Et la mère qui répond « Je ne sais pas, arrête de poser de questions. » Deuxième maman, même situation, et la mère qui répond sèchement « C'est une aubergine, mais on ne mange pas ça. » Troisième maman, même situation, et la mère qui répond « Oh, c'est une aubergine, l'un des rares légumes violets qui existent. Regarde sa police est brillante, sa forme. Tu sais, il y a un plat appelé aubergine à la parmigiana. C'est un peu comme le poulet parmesan de ta tata que t'aimes autant. Tiens, on va acheter cette aubergine, on va l'amener à la maison et on va la découper en tranches pour voir comment elle est à l'intérieur. Je pense que c'est un peu comme une pomme de terre, mais avec des graines dedans. On va pouvoir l'utiliser pour faire manger ensemble ce soir.
Pour info, ces exemples sont inspirés de faits réels qui ont été observés par un sociologue. Des exemples comme ceux-ci nous permettent de nous rendre compte que les enfants ne sont en effet pas tous égaux dans la quantité et la qualité d'interactions langagières qu'ils reçoivent. Une étude célèbre menée aux États-Unis dans les années 90 par Hart et Risley a suivi pendant plusieurs années des enfants et des familles différentes. Ils ont mesuré à la fois la quantité de langage adressé aux enfants, en comptant par exemple combien de mots les parents prononçaient à la maison, et plus tard, la taille du vocabulaire de ces enfants, en comptant combien de mots ces enfants connaissent. Les résultats ont montré qu'il y avait des différences importantes entre les familles. Certaines familles parlaient beaucoup, ils estiment un total de 40 millions de mots en tout, alors que d'autres, 10 millions de mots. Un écart de 30 millions de mots en moins. Les enfants provenant des familles qui parlaient beaucoup connaissaient, eux, environ un millier de mots à l'âge de 3 ans, alors que les enfants venant des familles qui parlaient moins ne connaissaient à peine que 500 mots. Est-ce que ces écarts ont-ils une réelle importance? Il semblerait que oui, car le niveau de langage des enfants à 3 ans, déjà à l'entrée à l'école, est un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire des enfants. Et on sait que la réussite scolaire des enfants peut avoir un impact significatif sur leur liberté de plusieurs manières. En vue de ces inégalités, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne? Grâce à la recherche scientifique, nous connaissons bien les contextes qui donnent lieu à des meilleurs apprentissages de langage. Ce soir, je vais partager avec vous 5 principes de base qui peuvent être utilisés pour améliorer les connaissances langagières chez les enfants et voire même chez les adultes. Premier principe, la fréquence. Les enfants apprennent mieux ce qu'ils entendent le plus. On a vu tout à l'heure que la quantité de langage adressé aux enfants impacte directement la quantité d'informations qu'ils apprennent. La fréquence d'exposition au langage est aussi importante pour soutenir les apprentissages. Par exemple, pour qu'un enfant puisse apprendre que ascenseur est un mot en français, ils vont bien sûr devoir entendre plusieurs phrases qui contiennent ces mots, comme par exemple « Tiens, on va prendre l'ascenseur. Ah, l'ascenseur n'est pas là. » Mais ils doivent aussi pouvoir entendre des phrases où le mot « ascenseur » ne va pas être précédé de l'article « le », comme par exemple « Dans l'immeuble, il y a un ascenseur ». Parce que s'ils n'entendent que des phrases avec l'ascenseur, ils risquent de penser que l'ascenseur est un seul mot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement sur la base de ces principes pour améliorer les connaissances langagières? Déjà, parler aux enfants, parler beaucoup. Il faut augmenter la fréquence d'exposition au langage. On peut répéter ce qu'on dit. Les répétitions conduisent souvent à un meilleur apprentissage de mots, par exemple. Mais n'oubliez pas de rester naturel dans vos interactions. Deuxième principe, l'intérêt. Les enfants aiment apprendre les mots sur les choses ou sur les événements qui les intéressent. Ils sont aussi très sensibles à l'attention conjointe pendant leur apprentissage. Par exemple, quand un enfant et un adulte regardent la même chose ensemble au même moment et qu'ils partagent des informations sur le même centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, la lecture conjointe avec les enfants est très importante. Il faut lire beaucoup aux enfants. On peut aussi lire avec les enfants via des activités, par exemple, avec des jeux de société, avec des histoires interactives, où c'est eux qui choisissent la suite de l'histoire en fonction de comment on avance. On peut aussi privilégier la lecture des livres et d'informations qui intéressent réellement les enfants. Moi, petit, j'avais beaucoup plus d'intérêt
à lire les catalogues des supermarchés pour aider ma mamie à faire ses courses plutôt que les grands classiques de la littérature à l'époque. Troisième principe, l'interaction. Les contextes d'interaction entre enfants et adultes donnent lieu à des occasions d'apprentissage du langage. Des études récentes montrent même que les enfants qui sont plus souvent en situation d'interaction langagière avec des adultes, avec des allers-retours entre eux, ont les régions du cerveau impliquées dans le traitement du langage qui sont plus développées que les enfants qui sont moins souvent en situation d'interaction langagière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui constitue des bons contextes d'interaction langagière avec les enfants? Déjà, il faut comprendre la différence entre parler avec les enfants et parler autour d'eux. Ce n'est pas la même chose. On peut noter ce que l'enfant trouve intéressant et commenter sur ça. On peut développer ce que l'enfant dit et ce qu'il fait et commenter sur ça. On peut, par exemple, poser réellement des questions aux enfants et attendre qu'ils répondent pour aller au-delà et commenter sur ça, plutôt que ne faire que des simples demandes ou ne donner que des ordres aux enfants. Quatrième principe, la pertinence. Les enfants apprennent mieux dans des contextes qui sont informatifs et pertinents pour eux. Ils apprennent un vocabulaire plus riche dans un contexte ludique où l'information a un sens. Par exemple, en maternelle, ils peuvent avoir beaucoup de difficultés à apprendre les noms des formes géométriques, le triangle, le rectangle, le carré, et même les prépositions spatiales, au-dessus, en dessous, devant, derrière, à côté, surtout si la méthode qu'on utilise pour leur faire apprendre cela, c'est de montrer l'image d'une dame avec une flèche et de dire que cela représente le mot à côté. En réalité, ce qu'ils voient, c'est une femme et une flèche. Mais des études montrent que dès lors qu'on leur fait manipuler ces notions dans un contexte ludique, par exemple, quand ils doivent jouer à un jeu de blocs où les pièces à manipuler sont des triangles, de rectangles, de carrés, et qu'ils vont devoir les positionner devant, derrière, au-dessus, à côté d'une autre pièce, ils peuvent apprendre ces notions sans trop de difficultés. Cinquième principe, la diversité. Les enfants ont besoin d'entendre plusieurs types de mots et de structures syntaxiques différentes pour pouvoir apprendre le langage efficacement. Des études montrent qu'à quantité égale, les enfants qui entendent des parents qui utilisent plus souvent de mots divers et variés dans leur langage montrent une croissance plus rapide de leur propre vocabulaire que les enfants qui entendent des parents qui prononcent moins de types de mots différents. Les enfants ont aussi besoin d'être exposés à des divers exemples différents pour illustrer le sens d'un même mot. Par exemple, si le mot « maison » n'est utilisé que pour désigner la propre maison de l'enfant, comment l'enfant va-t-il pouvoir apprendre que le voisin aussi a une maison et que même les oiseaux peuvent avoir des maisons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, introduire des histoires diverses et variées dont les thématiques changent en fonction de l'âge et de l'intérêt des enfants. On peut aussi élargir le nombre d'interlocuteurs qui vont parler avec les enfants. Des locuteurs différents, avec des voix différentes, avec des accents différents, vont naturellement amener plus de structures et des mots différents dans leur communication avec les enfants. Pour info, un Français adulte connaît environ 25 000 mots en moyenne. Mais vous savez combien de mots différents ils utilisent dans le quotidien? Ça dépend comment on compte, mais environ 500 mots. Pourtant, la langue française est très belle. Elle est composée de mots divers et variés qui nous font rêver. Mais nous avons tendance à toujours utiliser les mêmes. Et si en partant de cette présentation ce soir,
plutôt que de dire « c'était très intéressant », vous disiez plutôt « c'était captivant, c'était fascinant », en variant un peu plus. L'idée générale, c'est que plus nous utilisons ces principes, mieux les enfants développent leurs connaissances langagières. Et si nous commençons depuis très tôt à construire des bases solides pour l'apprentissage du langage, en utilisant ces principes dans notre maison, dans nos salles de classe, dans notre communauté, nous pourrions vraiment faire de merveilles. Nous pourrions, par exemple, réduire l'écart de 30 millions de mots parmi les enfants, dont je vous ai parlé au début de cette présentation. On pourrait aider les enfants à être prêts pour apprendre à lire quand ils arrivent à l'école et mieux réussir au sein de l'école. On pourrait permettre aux enfants et futurs adultes d'avoir des opportunités éducatives et professionnelles plus larges. Avec plus de langage, dès l'enfance et jusqu'à l'âge adulte, les individus vont pouvoir mieux s'exprimer, mieux comprendre le monde autour d'eux, mieux socialiser avec les autres. Et tout cela participera au plein exercice de leur liberté. Pour cela, mesdames et messieurs, libérez la parole.